Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Parlons-en. Vous savez, les changements climatiques sont à nos portes. Nous devons absolument réagir et changer nos façons de consommer. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler de transition énergétique. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Parlons-en. Aujourd'hui, on vous parle d'une thématique qui est très importante au moment où on se parle, la transition énergétique. Et je vous présente tout de suite mes invités, Anne-Céline Guillon. Bonjour. Coordonnatrice du Front commun pour la transition énergétique. Exact. Et M. Luc Gosselin, un des fondateurs d'une initiative locale très importante, une monnaie locale, le blé. Alors, bonjour à vous deux, bienvenue. Merci. Bonjour. On va prendre quelques instants, un tour de rôle peut-être, pour vous laisser nous présenter les différentes organisations que vous représentez. Oui. Bien, le Front commun pour la transition énergétique, c'est une coalition de 60 organisations qui regroupe à la fois toutes les organisations environnementales qui travaillent sur la question climat-énergie. Donc, on pense par exemple à la Fondation David Suzuki, Greenpeace, Équiterre, Nature Québec et autres. À peu près tous les comités citoyens de la province qui travaillent sur la question énergétique, exploration, exploitation des hydrocarbures, énergie fossile. Donc, beaucoup ceux qui ont lutté contre les gaz de schiste, contre Énergie Est notamment, et aussi de plus en plus des syndicats. Donc, on a par exemple la FTQ sur notre CA, la FAE, la SFPQ, bref. Un membership assez diversifié, mais qui vraiment se sont réunis beaucoup dans... Au début, vraiment, c'est constitué plutôt autour de la lutte à Énergie Est, mais au final, a tout de suite identifié le besoin de construire un nouveau rapport de force pour accélérer la fameuse transition énergétique, et une transition énergétique qu'on défend comme porteuse de justice sociale. Donc, c'est pas juste une question de justice énergétique, mais vraiment d'intégrer la question de justice sociale à l'intérieur de la transition. Une transition qui est essentielle à court terme et on comprendra pourquoi aussi tout au long de l'émission. Et M. Gosselin, vous êtes un des membres fondateurs de la monnaie locale Le Blé. Oui. Parlez-nous un peu là, du projet. Bien, c'est ce qu'on appelle une initiative citoyenne, toute simple, toute bête, là. On était 5-6 seulement au début, en septembre 2015. Donc, c'est relativement long à monter une chose comme ça. Et puis, alors, déjà, on connaissait l'idée d'une monnaie locale. C'est ça qui nous a réunis. On a fini de s'informer, de se former, en quelque sorte, sur le sujet, surtout pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça, quelles étaient les valeurs qu'on voulait défendre, et puis quelle serait la charte de cette monnaie-là, etc. Donc, on a fait ça tranquillement. Puis ensuite, on a fait appel à un spécialiste qui vit au Québec, Philippe Desrudères, qui est venu donner 2 conférences auxquelles 100 personnes chaque fois ont assisté. Et puis, on a créé donc tranquillement un membership à ce groupe-là. On a créé une organisation lucrative, toute l'affaire. Vous avez réellement créé une monnaie alternative que les gens peuvent se procurer et échanger dans les commerces partenaires. C'est ça. En ce moment, il y en a une vingtaine. Et puis, on a 3000 blés en circulation, un peu plus que 3000. On était en projet pilote, en fait. On a créé 10 000 blés. Parce que le projet a été lancé récemment, en juin dernier. Oui, c'est ça. On a commencé à vendre, en quelque sorte, à échanger, parce que c'est pas vraiment une vente, à échanger donc des blés pour dollars seulement au mois de juin. Il y a probablement autour de 200 personnes qui ont participé activement à ça. Le film Demain nous a beaucoup aidés. Vraiment. Ça permet d'attacher, en fait, une économie, de conserver notre économie locale en santé. Tout à fait. Ça dynamise le commerce local. Parce que cet argent-là, quand on la sort du réseau, elle devient une feuille comme celle-là. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne sert à rien en dehors du réseau local. D'abord, j'aimerais qu'on parle là, de transition énergétique. Peut-être rapidement nous faire comprendre, en fait, de quoi on parle quand on parle de transition énergétique. Oui, bien, tout simplement, c'est qu'on se trouve à l'heure actuelle dans un contexte de lutte au changement climatique. On est ce qu'on appelle en urgence climatique, clairement. Le directeur général de l'ONU nous le disait encore il y a quelques jours, on n'a plus que 2 ans pour agir
pour véritablement amoindrir les impacts, les conséquences des changements climatiques sur l'espèce humaine et sur la planète en général. Et face à ça, il faut, on le sait, les bouleversements climatiques sont en grande partie dus à l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc dus beaucoup notamment au rejet de CO2. Que ce soit à cause du transport ou des émissions industrielles, par exemple, ce genre de choses. Donc, il faut remplacer, en fait, les énergies fossiles par d'autres sources énergétiques. Mais, j'ai envie de dire, de manière générale, la transition énergétique est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas juste une question de remplacer les fossiles par les renouvelables. Il y a une question aussi clairement de revoir nos modes de production, de peut-être être moins dans la consommation, parce que même avec les renouvelables, il y a quand même certains enjeux d'accès à certaines ressources finies, comme les terres rares, par exemple, dont on a besoin pour faire des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Donc, la transition énergétique, c'est quelque chose de très large qui va nous demander de revoir à peu près tous nos secteurs d'activité de la société. Donc, un chantier parce que assez énorme. Tout est interrelié. Là. Exactement. Peut-être avant d'aller trop loin, j'aimerais peut-être qu'on nous précise, là, a priori, quels seraient les éléments qu'on doit remplacer ou qu'on doit exclure peut-être? Une chose est certaine, c'est que les énergies fossiles, c'est fini. Donc, tout, en fait, ce que la science nous dit, c'est qu'il faut, à l'heure actuelle, si on veut respecter l'accord de Paris, qui, rappelons-le, est l'accord que les 195 pays ont signé en 2015 à Paris, qui nous dit qu'il faut absolument limiter notre réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici 2100, voire 2 degrés au maximum. Donc, pour respecter cela, en fait, la science dit qu'il faut qu'on garde 85 % des énergies fossiles connues dans le sol. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on n'a plus de place du tout pour toute nouvelle infrastructure d'exploration, d'exploitation et de transport des énergies fossiles sur la planète. Notamment charbon, pétrole et gaz, parce qu'on a trop souvent l'habitude d'oublier que le gaz naturel est une énergie fossile et qu'il va falloir s'en passer aussi. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Donc, oui, ça veut dire qu'il faut garder ça dans le sol et qu'il faut évidemment faire en sorte d'utiliser d'autres modes de production énergétique, mais surtout aussi de réduire notre consommation énergétique. C'est la première chose, la réduction, parce que, par exemple, au Québec, on est parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde. Si toutes les personnes sur la planète vivaient comme nous, il faudrait 6 planètes à l'espèce humaine, là. Bien, avant d'aller peut-être un peu plus loin avec les changements qu'on propose de faire, parce que là, on dit, oui, il y a des changements à faire, mais peut-être que la première chose serait de diminuer nos consommations. Diminution de nos consommations peut passer par des initiatives comme celle de M. Gosselin, en fait, qui favorise énormément le commerce local. Je vous ai présenté comme fondateur de la monnaie locale, le blé. Parlez-nous un peu là, de cette monnaie, comment ça fonctionne, qui peut l'avoir? Bon, n'importe qui peut l'avoir. Il s'agit de s'en procurer auprès de nous, tout simplement. Est-ce que c'est 1 pour 1? Oui, c'est 1 pour 1. Et puis, là, on ne peut les dépenser que dans les commerces qui les acceptent, tout simplement. Mais pour continuer avec la transition, là, c'est que comme c'est essentiellement un circuit court à ce moment-là, c'est vraiment du commerce de proximité. Bon, il n'y a pas de Walmart de ce monde qui est intéressé à participer à une monnaie locale complémentaire. Ça se peut pas, là. Ça peut être des commerces relativement gros, mais qui sont locaux aussi. Alors donc, c'est vraiment la notion de circuit court en même temps, là, de la consommation. Donc, la consommation locale aussi se représente comme un élément du changement qu'on souhaite pour une transition écologique. Si je vous demandais d'autres changements là, qui sont à prévoir, qui sont peut-être ambitieux, mais qui seront nécessaires. Ça veut dire aussi qu'il y a des secteurs à l'heure actuelle, des secteurs économiques, qui vont tout bonnement devoir fermer. On pense par exemple aux secteurs à grand émetteur de CO2, comme les raffineries, comme... Il y a beaucoup d'emplois, veut pas, qui vont être touchés par cela. Donc, une vraie transition énergétique, c'est aussi ce qu'on appelle une transition énergétique porteuse de justice sociale, juste, ce qui veut dire qu'il faut aussi s'occuper de ces secteurs-là pour leur permettre de se reconvertir, et notamment les travailleurs et les travailleuses. Il faut pouvoir les requalifier,
penser à la transformation de ces emplois-là et éventuellement les relocaliser. T'sais. Donc, il y a de l'argent, ça va coûter de l'argent. Il y a de l'argent qui va devoir être mis là-dedans. Donc, c'est évidemment arrêter toute subvention aux énergies fossiles. Rappelons quand même, par exemple, que le Québec donne plus de 300 millions par année à ce secteur-là, de l'argent public. Au niveau du Canada, c'est 1,3 milliard par année qu'on donne à l'industrie pétrolière, qui est quand même une industrie pas mal milliardaire déjà. Ben oui. Imaginez ce 4,5 milliards-là mis dans un moratoire sur les sables bitumineux et la reconversion des travailleurs et travailleuses de ce secteur-là pour les sortir de manière respectueuse, évidemment, et les reconvertir vers des secteurs qui, au contraire, vont nous aider à faire cette transition-là. Souvent, on nous targue de nous opposer à tout et surtout, on veut nous opposer à ces gens-là. Ce serait facile de dire nous, on est les gentils, eux, c'est les méchants, puis on les laisse tomber. C'est pas ça du tout. Nous, au Front commun pour la transition énergétique, d'ailleurs, on a de plus en plus les syndicats qui adhèrent au Front, justement pour qu'on travaille ensemble, qu'on voit comment, concrètement, on l'a fait, cette transition énergétique-là, parce qu'il va falloir la faire, et il va falloir la faire ensemble. Parce que les fonds sont déjà investis. Ce qu'on demande, en fait, c'est de cesser désinvestir vers ce développement-là puis de le ramener vers ailleurs. Quelles seraient les options? Ça n'a plus de sens de mettre de l'argent dans ce qui crée le problème. Mettons l'argent dans les solutions. Ça me fait penser, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a créé Monnaie locale, parce qu'on l'a fait en système de co-création et tout ça. On a fait vraiment un travail de terrain, puis avec un assez grand nombre de personnes. C'est pas 3, 4, 5 personnes ensemble qui ont créé ça, là. C'est une espèce de mouvement citoyen, petit mouvement citoyen, comprenons-le bien, là. Mais c'est juste un exemple de ce qui est possible de faire, de ce qu'on devra faire, de ce qu'on devra faire de toute façon pour quelque transition que ce soit là. Il faut qu'il y ait une espèce d'implication communautaire, sociale, beaucoup plus grande, beaucoup plus grande, une auto-information, auto-formation en quelque sorte, pour que quelque chose, une grande partie de tout ça vienne de la base. Des localités avec une économie locale forte ou un tissu social fort vont s'en sortir beaucoup mieux que n'importe qui d'autre s'il arrivait un crash de système, je ne sais pas quoi. C'est ça. Bien, c'est la résilience des réseaux, c'est justement là-dedans. Là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a beaucoup de choses locales, un réseau devient extrêmement résilient. Exactement. Et puis, c'est pour ça que donc, le travail au local, au très, très local, de quartier, là, puis de municipal, est extrêmement important parce que c'est à partir de là que ça va. C'est à partir de là où l'expertise sociale se crée et puis où la pression politique peut s'exercer, la pression des... On n'a pas assez conscience à quel point c'est nous qui créons les choses. Par exemple, pour ce qui concerne la monnaie, c'est un moyen d'échange. Oui. C'est une entente tacite entre nous. On accepte de se payer grâce à ça. C'est tout ce que c'est. C'est une création sociale. Bien sûr. Donc, on a le contrôle de ça. C'est notre création. Ça n'existe pas si on n'y croit pas. Là, on est dans un territoire de la couronne nord de Québec. Il y a des plus petites communautés. J'aimerais qu'on parle peut-être d'initiatives citoyennes que vous avez vues, dans lesquelles vous vous êtes impliqués peut-être, qui sont de bons modèles et qui pourraient se reproduire ailleurs. Bien, on peut penser notamment à toutes les initiatives de marché de proximité qui se développent énormément de plus en plus un peu partout, qui permettent là aussi de favoriser effectivement l'achat local, d'aider les producteurs locaux à se développer, tout en évidemment en plus bénéficiant de produits souvent de très haute qualité. Là. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On le voit, ça connaît un succès incroyable et tous les marchés qu'on peut voir, il y a toujours beaucoup de monde. Là. Puis ça permet aux gens d'apprendre à se connaître. Hein. Les marchés, là, on parle à notre commerçant, on parle à notre voisin. Encore une fois, c'est des projets... Tout ça, ça va ensemble, qui recrée du lien social aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Je trouve que c'est une valeur, en fait, là, qui n'est pas assez mise sur l'échiquier, d'avoir des communautés tissées serrées. Un retour, peut-être... Limoilou est un bel exemple, en fait, là, de vie de quartier où les échanges vont bon train. Puis ça, c'est peut-être justement dû à plusieurs initiatives citoyennes, de projets collectifs qui font en sorte qu'on ramène les échanges sur le terrain avec nos voisins, nos voisines. Des initiatives qui,
par exemple, de mettre en lien des personnes plus âgées avec des enfants, favoriser des systèmes de garderie, par exemple, comme ça. Encore une fois, ça recrée du dynamisme, des jardins communautaires où vous faites à la fois venir les CPE, à la fois des maisons de retraite, à la fois... Tu sais, c'est des choses comme ça qui sont des initiatives qui peuvent être très intéressantes et aussi qui répondent... En fait, moi, je pense que dans la transition énergétique, c'est aussi l'opportunité de, à travers un projet, d'aller répondre à différentes problématiques à la fois. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à travers, par exemple, le développement du transport collectif ou d'autres, et la mobilité durable, il y a ce qu'on appelle là-dedans la mobilité active. Donc, favoriser le vélo, par exemple, la marche et des choses comme ça, qui favorisent aussi la santé de la population. Et donc, diminue les coûts de santé du système de santé. Donc, tu sais, à travers la transition énergétique, quand je parle qu'il faut arrêter de parler en silo et qu'il faut décloisonner les choses, c'est aussi privilégier des projets qui vont répondre à différents problèmes en même temps. Donc, autant au niveau environnemental que de santé publique de la population, que congestionnement, que, tu sais... Et en plus, ça coûterait beaucoup moins cher. C'est sûr que pour les gens qui habitent à l'extérieur des centres-villes, il y a sans doute plus toutes sortes d'opportunités, particulièrement sur le fameux trajet vers le centre-ville, soit de l'éviter, en essayant de travailler le plus possible chez soi, d'une part, mais aussi d'y aller ensemble. Tu sais, tout bêtement, si des personnes se mettent à aller 4 ou 5 ensemble en ville, bien, tout à coup, ils se connaissent mieux. C'est plus des voisins qu'on connaît juste de vue comme ça, mais c'est des gens avec qui on échange pendant tantôt, on parlait de diminuer nos consommations. Pourquoi pas faire plus de rendez-vous où on se réunit en amenant les items dont on se sert peu à la maison, qu'on est prêt à échanger. Tout à fait. Sans nécessairement donner, mais on vient échanger. Une question toute simple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous, chacun, notre tondeuse à gazon? Le point a été... ou ça drille, ou... Il y a des initiatives qui se sont créées d'échange d'outils et on peut penser à la patente à Limoilou, mais il y en a aussi en milieu rural. On peut organiser ce genre de choses. Là, on fait de référence à de plus petits items, mais des initiatives comme la patente vont permettre à des gens qui veulent développer une passion, par exemple en menuiserie ou comme charpentier, d'avoir accès à du matériel que seul tu te payes pas. Mais non seulement le matériel, mais la connaissance aussi. Parce que tu as d'autres personnes sur place, il y a un échange d'informations, de connaissances, et on apprend en collectivité. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Pas juste l'échange de biens matériels, mais l'échange de connaissances, de savoir-faire. On bénéficie de l'expérience de quelqu'un qui est menuisier depuis 20 ans, alors que toi, tu débutes, par exemple. C'est des initiatives qui sont très intéressantes. Ce que je trouve intéressant, particulièrement dans ce type de projet, c'est que je suis résident de Sainte-Brigitte-de-Laval, par exemple. J'ai vu un projet comme la patente qui est intéressant, qui est à Québec, un peu loin de chez moi. J'ai envie de le reproduire chez moi. Bien, sachez que souvent, les porteurs de ces projets-là vont être heureux de partager les démarches qu'ils ont eu à faire pour que le projet voit enfin le jour. On n'a pas à partir de zéro au complet. Oui, mais c'est ce qui est d'ailleurs très stimulant avec la transition énergétique, c'est à l'heure actuelle le foisonnement des initiatives qu'on voit émerger au Québec ou ailleurs. Une partie de ces initiatives-là sont d'ailleurs très bien mises de l'avant par le livre Demain le Québec de la Fondation David Suzuki, écrit par Karel Méran notamment. On voit que la transition, elle est déjà en marche, elle est là. Il y a plein d'initiatives locales comme celle-ci, mais plein d'autres, comme les urbainculteurs, par exemple, de plus en plus de projets de jardins communautaires, de microéconomie, bref. Elle est là, elle est déjà là. Il manque juste une volonté politique de les mettre en avant, de leur donner le souffle nécessaire pour qu'elles prennent de l'expansion. Mais c'est beau à voir parce que souvent, c'est des gens, en plus, qui sont extrêmement impliqués dans leur communauté, motivés, ça recrée du lien social, là où malheureusement on a tendance à être dans des sociétés où de plus en plus on va vers l'individu versus le collectif. Ces projets-là, au contraire, souvent nous ramènent au nous, à être ensemble, et c'est la beauté de la chose, là. Avez-vous senti, parce que vous m'avez dit que les premières réunions que vous avez eues concernant la monnaie locale, c'était en 2015, il y a eu l'apparition du film Demain. Et dans le film, on nous a fait
la démonstration là, de plusieurs exemples de monnaie locale qui fonctionnent et à grande échelle aussi dans les communautés. Avez-vous senti un intérêt supplémentaire? Oui. Je ne sais pas exactement quelle quantité, mais je dirais que probablement une bonne moitié des gens qui sont venus à nous et qui sont devenus membres et tout ça venaient après avoir visionné demain. Et puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'au moins 2 fois ici à Québec, on a participé à des rencontres d'après projection du film, où on présentait la monnaie locale. Oui, exact. Pour emboîter le pas là, vers la transition énergétique, pour les gens qui nous écoutent, oui, OK, peut-être consommer local, ça fait partie des actions qu'on peut poser pour aider. Si on va aller plus loin, si on va en faire plus, ce serait quoi là, les différentes étapes là, dans un bel avenir? Oui, je pense que la toute première chose à intégrer, c'est réduire notre consommation. Se poser concrètement la question à chaque fois qu'on veut faire un achat, par exemple, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce qu'on ne peut pas continuer sur une planète aux limites physiques finies à consommer à l'infini. Il n'y a rien de plus faux, c'est un mirage. Donc, veut pas faire une véritable transition énergétique, c'est forcément interroger notre mode de consommation et donc faire des bons choix. Tu sais, effectivement, les circuits courts, c'est essentiel. Favoriser l'achat local plutôt que d'acheter des fraises qui viennent du Mexique ou des oranges de Californie, là, achetons des produits locaux du Québec, donc ce qui implique moins de transport et donc forcément moins d'émissions de GES, par exemple. Ça, c'est comme le b.a.-ba, c'est un peu les gestes... Mais je dirais aussi, je pense qu'on oublie trop souvent l'action politique. C'est ce que j'allais dire aussi. Est essentielle. Non seulement être membre de partis puis chercher d'influencer les plateformes électorales, etc., et puis se faire élire. J'aime bien raconter une chose qui est complètement à part de ça, mais il paraît que le développement du sport amateur au Québec, dans les années 60, dans ce coin-là, puis les arénas qui ont été créées pour le hockey et tout ça, ça a été en partie créé parce que des gens qui s'occupaient de sport amateur se sont dit « on va se faire élire échevin, conseillers municipaux ». Puis là, ils influençaient la politique municipale parce que c'était beaucoup une politique municipale. Travailler au local, travailler très localement au niveau politique, là, c'est absolument étonnant ce que ça peut faire. Oui. L'opérationnalisation de la transition énergétique va beaucoup se faire au niveau local. Parce que, par exemple, au Québec, le plus grand secteur émetteur de GES, c'est les transports. Oui. Bon, donc ça veut dire que si on veut vraiment sérieusement s'attaquer à ça, c'est arrêtons d'y aller comme présentement dans la campagne électorale en voulant élargir des autoroutes et avoir un 3e lien. Là. Non, c'est transport collectif en premier lieu, transport collectif électrifié, voitures individuelles électriques, oui, pour remplacer les voitures essence, mais encore une fois, l'accent doit être sur le collectif avant l'individu. Puis, ça veut dire aussi revoir l'aménagement du territoire, évidemment, pour qu'il y ait de moins en moins de grandes distances à parcourir, remettre au centre des villages, par exemple, les commerces de proximité, ce genre de choses. Et ça va s'opérationnaliser au niveau municipal, c'est certain. Mais là, on est dans un momentum où, je parlais de gestes individuels, mais monsieur a tout à fait raison. On est rendu à un tel stade d'urgence qu'on doit avoir des politiques publiques ambitieuses. Et si j'ai un message à amener aux candidats à l'heure actuelle, c'est celui-ci. On n'a plus le temps d'attendre. Il faut absolument mettre en place une politique de transition écologique et économique. Là, maintenant, tout de suite, on n'a plus le temps d'attendre. La démission de Nicolas Hulot là-dessus, en France, il y a quelques semaines, a été un coup de tonnerre dans l'espace public, je peux vous le dire, et politique là-bas, mais aussi ici, au Québec. L'environnement, ça doit être la priorité absolue. Et on veut de l'action, et puis pas pour dans 30 ans. Là, tout de suite, maintenant que ça doit se passer. Donc, un vrai gouvernement responsable doit adresser cette question-là absolument. C'est ça, c'est plus le temps des petits pas, comme le disait Nicolas Hulot. On doit mettre en place des politiques d'une ambition sans précédent et on a besoin de courage politique. Il faut cesser de voir la transition énergétique comme quelque chose de fastidieux, de négatif. La transition énergétique, c'est avant tout une opportunité d'innover, de créer, comme le disait monsieur, autant au niveau local qu'à plus grande échelle,
c'est une opportunité de recréer du lien social, c'est, au final, d'être plus heureux. Je vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir vivre dans un environnement plus sain. On a tous à y gagner, au final. Là. Puis, au moment où on se parle, on a peut-être encore le choix de le faire. Alors qu'éventuellement, ce sont des choses qui sont imposés. C'est ça. C'est parce qu'il faut être conscient d'une chose. La transition, elle va se faire. Elle va se faire avec parce que la nature va nous l'imposer. Donc là, le choix qui s'offre à nous, c'est est-ce qu'on laisse la nature nous l'imposer et donc, d'une manière quand même, on va le dire, assez violente, versus on la prend à bras-le-corps et on atténue les impacts, les effets, et on en fait quelque chose de positif. C'est ça la question finale. Agir maintenant ou réagir éventuellement. En terminant, les gens qui aimeraient s'impliquer et supporter le Front commun pour la transition énergétique? En fait, moi, j'invite vraiment les gens à s'impliquer dans les comités citoyens, dans les initiatives locales, comme celle de la monnaie locale à Québec, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Puis sinon aussi de supporter les organisations environnementales qui travaillent sur ces sujets-là, donc que ce soit par des dons, en devenant bénévole, il y a plein de façons de le faire, mais c'est très important. Puis c'est au final l'addition de toutes ces initiatives-là, des plus petites aux plus grandes, qui fait la différence et qui fait qu'on se réapproprie notre vrai pouvoir collectif et que ça fait la différence et qu'on permet à la transition énergétique de se mettre en place. Excellent. Et M. Gosselin, pour ceux et celles qui aimeraient... les gens peuvent venir sur... ils viennent sur notre site ou sur notre page Facebook, puis on entre en contact avec eux. S'ils sont des commerces qui veulent qui veulent accepter le blé, on s'occupe de les voir. Si c'est des gens qui veulent simplement s'en procurer, on leur dit comment faire. J'imagine qu'en vous trouvant sur Internet, on va savoir comment, on va découvrir aussi qui sont vos partenaires et membres. Ah oui, absolument. Ah oui. Bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation. L'émission est déjà terminée. On espère avoir amélioré votre compréhension sur les enjeux que nous vivons actuellement, soit la transition énergétique. Et en terminant, je tiens à remercier Stéphanie Rossignol, l'artiste peintre, qui nous a prêté cette toile pour meubler notre décor aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir le contenu produit par ccap.tv sur le site Internet ou en tout temps, partout, via le service Go. Là-dessus, je vous souhaite de passer beaucoup de bon temps et on se revoit pour une prochaine émission de Parlons-en.